Alors, je vais vous parler d'une de vos bonnes résolutions de l'année 2023 qui était de créer une newsletter. Peut-être que vous vous êtes dit, je vais essayer de partager un peu plus de contenu sur ma société, sur mon activité, sur mes produits, etc. Et je vais me lancer dans une newsletter. Ça, c'était le 1er janvier au matin, quand vous étiez vraiment au début de cette nouvelle année. Et là, on est un mois plus tard et vous hésitez toujours à vous dire, est-ce que c'est une bonne idée vraiment? Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que c'est compliqué, etc. Donc, je vais vous donner quelques pistes de base, des petites idées qui peuvent vous accompagner dans cette création. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Alors, quelques pistes pour créer une newsletter. La première chose, c'est qu'une newsletter, l'avantage d'une newsletter, c'est que c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit éditorial qui est fini, qui a un début, qui a une fin, qui a une durée de lecture limitée, assez courte. Et donc, du coup, c'est une attractivité, c'est ce qui contribue à son attractivité. Vous n'avez pas pu échapper au discours sur la fatigue informationnelle. Donc, je remets un petit schéma. Donc, c'est en fait une étude qui a été réalisée en juin 2022 par plusieurs partenaires de la Fondation Jean Jaurès et qui parlait en fait un peu de cette fatigue informationnelle, comment les gens percevaient l'information et ce qu'elles ressentaient à partir des propositions sur cette information. Le premier élément qu'il faut regarder, c'est en fait ce premier item. Les personnes interrogées avaient l'impression, à 85% d'entre elles, de voir tout le temps les mêmes informations dans la même journée, dans une journée. C'est que finalement, on leur parlait tout le temps de la même chose et c'était ça qui contribuait à cette fatigue. Le deuxième élément, ils avaient le sentiment, pour 59% d'entre eux, avoir un trop plein d'informations et cela vous empêchait de prendre du recul. Donc, si on se limite déjà à ces deux informations, vous avez déjà des bases pour réfléchir, à savoir trop plein d'informations, ça vous empêche de prendre du recul, ce qui veut dire que vous devez avoir une newsletter qui va permettre de prendre un peu de la hauteur ou prendre un peu de recul si vous l'intéressez. Et enfin, d'avoir tout le temps l'impression d'avoir tout le temps les mêmes informations dans une journée, cela vous indique qu'il faudrait avoir une newsletter qui soit un peu décalée et qui ne colle pas forcément à l'actualité. Alors, avant de vous lancer dans cette newsletter, c'est la phase où vous êtes actuellement, il faut préciser vos objectifs. Donc, qu'est-ce que j'entends par préciser vos objectifs? Premier élément, si vous avez une envie de notoriété. Donc, votre objectif, c'est un objectif de notoriété. Notoriété, c'est faire connaître la marque, une offre payante ou des produits au plus grand nombre. Donc, comment ça se passe? La question qu'il faut se poser, c'est les contenus de votre newsletter sont-ils viraux? Est-ce que les gens vont les partager? Est-ce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir une bonne nouvelle et se dire, ah, c'est super, j'ai appris quelque chose et donc je partage comme un fou sur tous les réseaux de façon à faire venir encore un peu plus de monde. Deuxième élément, est-ce que vous avez une offre payante? Est-ce que vous avez des abonnés? Vous envoyez des offres, une newsletter à des abonnés ou à des gens qui ont payé une offre premium pour qu'ils leur donnent droit à des services quels qu'ils soient, dont une newsletter. Auquel cas, il faut se demander si les contenus et les services que vous proposez sont assez utiles et assez exclusifs. Et finalement, est-ce que ça va contribuer à renforcer le sentiment qu'on a raison d'être abonné? Parce que si on fournit des informations qu'on donne en libre accès à d'autres, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que finalement, on se dit, bah, je suis abonné à tel magazine ou je suis abonné à telle offre, etc. Et puis finalement, si j'attends le lendemain, il passe tout en gratuit, ce que moi j'ai eu, soi-disant, la version premium, bah, ça ne vaut pas le coup, quoi. Donc, il faut bien réfléchir à ça, si ça doit nourrir une offre payante. Troisième objectif, l'acquisition de leads, c'est-à-dire en fait acquérir une base d'adresses courriel pour faire de la prospection. Et donc là, est-ce que vous avez bien qualifié vos datas et surtout, est-ce que vous avez bien qualifié avec le consentement RGPD, ce fameux règlement européen qui est assez drastique et donc qu'il faut prendre en compte puisqu'il y a c'est contrôlé, il y a quand même des sanctions qui sont assez pénibles, assez lourdes. Troisième, troisième objectif, troisième élément que vous devez avoir en ligne, c'est si vous faites de la publicité, c'est que si vous voulez acquérir une audience qui soit monétisable via la publicité dans une newsletter, il faut que votre newsletter offre un contenu autonome, c'est-à-dire sans clic, que tout soit dans la newsletter. Deuxième item,
Si vous faites une newsletter en termes de cohésion, en termes de communication interne, donc au sein de votre entreprise, il faut de toute façon que vous créiez la cohésion. C'est-à-dire qu'une newsletter interne elle est là pour créer la cohésion entre les salariés, entre les différentes parties prenantes, ce qui veut dire qu'il faut que vos contenus valorisent les salariés d'une manière ou d'une autre. Et enfin, si vous créez votre newsletter est là pour créer du trafic sur votre site ou sur du trafic sur votre site pour la publicité web, il faut que vos contenus soient assez attractifs pour susciter des clics sans survendre parce qu'autrement le taux de transformation est faible. Donc là, vous avez déjà les bases, les questions qu'il faut vous poser avant de commencer à rédiger quoi que ce soit. Si vous ne rentrez pas dans une de ces catégories ou si vous rentrez dans plusieurs, il faut mixer. Et si vous rentrez dans rien, il faut nous appeler. Parce que chez Melchior, on est fort en newsletter et en accompagnement, donc on peut vous aider à gérer ça. Mais autrement, là, vous avez les caractéristiques les plus classiques du newsletter. Donc, prenez le temps, avant de vous lancer, de répondre à ces questions-là et de prendre du recul sur ces questions-là. C'est important. Ensuite, vous avez une deuxième phase qui est définir votre public. Alors, vous l'appelez à tous, c'est ce qu'on a parlé à personne. Définir votre public, on a eu un débat avec Jean-Christophe hier, parce que moi, je partais du principe que définir un public, on allait communiquer, on allait adresser notre newsletter à un public qui était qualifié, où les personnages étaient qualifiés. Et Jean-Christophe me disait, oui, mais ça, c'est un peu une démarche de suiveur, etc. On peut aussi partir du principe qu'on va être super bon et qu'on va parler à tout le monde et qu'à certaines personnes, et comment on va être super bon, on va être repéré. C'est pas forcément mon point de vue. Moi, je pense qu'il vaut mieux quand même sécuriser un peu. Donc, premier élément à qualifier, c'est les catégories sociodémographiques. Donc, le sexe, l'âge, le mode de vie, la profession, etc. Bon, ça, c'est la base. Deuxième élément à qualifier, ce sont les process d'information actuels. C'est qu'actuellement, comment vos cibles, comment vos abonnés ou comment vos clients ou comment vos prospects s'informent-ils? Est-ce qu'ils ont l'habitude de lire ou de ne pas lire? Parce que s'ils n'ont pas l'habitude de lire, il va falloir peut-être leur parler autrement, envoyer des podcasts, envoyer des vidéos, enfin, c'est à réfléchir. Quels sont leurs centres, sur quel support ils lisent? Est-ce que c'est plutôt encore du print? Est-ce que c'est des applis? Est-ce que c'est est-ce qu'ils vont sur des sites des réseaux sociaux, etc. Comment lisent-ils? Est-ce qu'ils lisent tous les jours? Est-ce qu'ils lisent de temps en temps, simplement quand ils reçoivent une alerte? Avec quelle régularité? Est-ce qu'ils sont fidèles à certaines choses? C'est des choses que vous devez qualifier. Et enfin, les centres d'intérêt. Bon, là, les centres d'intérêt, c'est assez classique. Donc, vous devez normalement, enfin, j'imagine que vous avez ces informations-là parce que vous connaissez vos cibles, vos clients, vos prospects. Si vous ne les avez pas, il faut peut-être repartir à la base et essayer de qualifier un minimum. Ensuite, les questions à creuser pour commencer à définir votre contenu. Alors, quel sujet intéresse vos cibles? Donc, ce qui suppose, quels sont les contenus qu'il faut détailler, qu'il faut diminuer, voire qu'il faut abandonner. C'est-à-dire que si vous avez votre newsletter est un peu permet d'être un peu suivi avec les sujets qui sont regardés, etc. Ou si vous avez un site où vous pouvez constater quelles sont les pages qui sont vues, quelles sont les pages qui sont immédiatement fermées, etc. Ne pas hésiter à abandonner des sujets, même si ça vous tient vraiment à cœur et si vous pensez que vous êtes là pour changer le monde. Une newsletter, ça doit quand même intéresser les gens parce que les gens ont assez facilement tendance à se désabonner ou à cliquer et à se dire qu'ils n'y reviendront pas. Donc, il faut quand même avoir des sujets qui les intéressent. Et pensez à cette fatigue informationnelle. Si ça ne les intéresse pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas légitime pour en parler ou parce qu'ils ont une autre source d'information qu'ils estiment plus crédible, etc. Donc, c'est peut-être vous qui n'avez pas la bonne parole pour parler de certains sujets. Deuxième élément, combien de temps par jour, par semaine consacre-t-il au sujet que vous pouvez aborder? Donc, ça, la disponibilité de vos cibles induira la longueur et la profondeur sur les formats. C'est-à-dire que s'ils sont déjà super informés sur des sujets qui vous concernent ou sur lesquels vous pouvez les aborder, va falloir peut-être avoir un autre angle qui peut être de résumer de l'information ou de donner de l'information très, très brève et très, très concise plutôt que de redétailler des choses qu'ils ont déjà lues par ailleurs. Et enfin, par quel canot s'informe-t-il? Ce qui suppose qu'il faut savoir
avoir cette information-là pour savoir où diffuser les contenus, sur quel format pour mieux toucher la cible, ou en tout cas la toucher de façon la plus efficace possible. Alors, votre produit éditorial, quelques clés pour réussir son offre. Premier élément, vous allez aller chercher les bonnes idées chez les autres. Il ne faut pas avoir honte. La semaine dernière, Vincent nous parlait d'une pratique très, très intéressante, qui est la contre-ingérence. Vous allez aller chercher chez vos concurrents et partout, essayer de trouver des bonnes idées pour s'inspirer. Il ne s'agit pas de plagiat, mais pour s'inspirer de choses qui fonctionnent et qui pourraient vous donner également des pistes pour commencer. Donc, benchmarker, vous allez réaliser un comparatif des newsletters de vos principaux concurrents, si elles existent, ou en tout cas ceux que vous identifiez comme étant des concurrents potentiels, avec les caractéristiques éditoriales, donc quels sont les sujets de prédilection, est-ce qu'ils ont des angles un peu originaux, quelle qualité des photos, est-ce qu'ils mettent des vidéos, quelle périodicité, quel format, est-ce que c'est accessible, vulgarisé, au contraire, est-ce que c'est d'un niveau un peu élevé. Donc ça, vous allez forcément vous faire des petits tableaux croisés de ça. Il y aura forcément même des mappings, parce qu'il y aura forcément un endroit du mapping qui sera vide. Et l'endroit où ça sera vide dans votre mapping, ça peut être vous qui vous y mettiez et qui prenez une place importante. Et enfin, les caractéristiques de l'animation et de l'interface, donc l'ergonomie, l'interactivité, les jeux, les animations, ce qu'ils proposent, etc. Ça, c'est également des caractéristiques que vous prenez en compte. Je ne plaisante pas pour le mapping, hein. C'est toujours intéressant d'avoir des mappings de tout ce que font les autres pour pouvoir voir un petit coin qui aurait été un peu négligé par tout le monde. Ensuite, vous allez adapter le mix des 4P. Donc, vous ne pouvez pas avoir loupé le 4P prix, produit, place, promotion, parce que ça, on vous a bassiné ça pendant toutes vos études. Dès que vous avez parlé un peu de marketing ou un peu de distribution, on vous a parlé de ça. Dans les newsletters ou dans les contenus éditoriaux, il y a un 4P qui est un peu différent. Le premier P, c'est la pensée. C'est en quoi le contenu proposé éclaire sur soi-même ou éclaire sur le monde. Le deuxième P, c'est la praticité. Est-ce que l'information est concrète? Est-ce qu'elle apporte quelque chose de pratique qui va pouvoir être immédiatement réutilisé? Le troisième P, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le plaisir. Est-ce que le contenu est divertissant et en quoi il nourrit les passions potentielles de vos lecteurs ou de vos interlocuteurs? Et enfin, le quatrième P, c'est le partage. Comment ces contenus peuvent-ils aider à socialiser et laisser la parole, permettre une prise de parole avec d'autres interlocuteurs? Donc, ces 4 P, c'est vraiment ceux qu'il faut avoir à l'esprit, à peu près au même niveau que les 4 P, prix, produit, place, promotion. Alors, définir la tonalité. Là, je vous ai répertorié des newsletters que je trouve assez intéressantes par leur approche. Bulletin, qui est une newsletter, en ce moment, ils sont moins présents, mais c'est une newsletter hebdomadaire qui se définit comme étant l'info curieuse et optimiste. Qui paraît lundi matin. Ensuite, Enlarge Your Paris, qui est en fait une newsletter qui s'adresse au Grand Paris, tout habitant du Grand Paris, et qui propose des bons plans et des approches originales pour se réapproprier le Grand Paris, le Paris au sens large, hebdomadaire également. Donc, une tonalité qui annonce clairement la chose dès qu'on voit leur accroche. Ensuite, il faut instaurer une proximité, une connivence. Donc, Time to Sign Off, qui est une newsletter du soir, qui à l'origine était, en gros, il est l'heure de se barrer, Time to Sign Off, qui paraissait à 19h. Et maintenant, je ne sais pas si c'est le fait depuis le confinement, elle paraît à 18h30. Donc, je pense que depuis le confinement, ils considèrent que les gens partent plus tôt. Je ne sais pas comment ils font leur compte, mais elle paraît plus tôt. Donc là, effectivement, il y a une certaine connivence qui se veut à l'heure du jour, puisqu'en fait, ça commence toujours, si vous avez passé la journée alors, au ciné, en voiture, dans les transports, sur le quai du métro, etc. Et alors, ce qui était intéressant, je me demandais pourquoi hier, pourquoi mercredi soir, il parlait de la journée au ciné. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je vais vous la donner tout de suite. Parce que Astérix, le film de Guillaume Canet, a fait la première journée, en une première journée de lancement, les plus grosses entrées de l'histoire du cinéma en France. C'est-à-dire qu'en fait, il a dépassé toutes les films dans cette première journée de lancement. Il a dépassé le nombre d'entrées qui avaient été répertoriées pour les films les plus importants depuis qu'on compte les entrées le premier jour.
Donc, c'est pour ça que Time Toussaint disait se passer chez nos ciné. Tech Trash, donc là, c'est une newsletter qui parle de la tech de manière un peu décalée. Et donc, leur accroche, c'est prête à se perdre 5 minutes. Ensuite, il faut incarner la newsletter. Donc, incarner votre newsletter, je pourrais parler de Maud Alvarez, une newsletter qui s'appelle Les Personnes Maud, et donc qui donne surtout des conseils pour être sur LinkedIn, de pratiques sur les réseaux sociaux, etc. Et donc là, son dernier numéro était les 4 leçons sur la différenciation. Et elle donne toujours son accroche. Dans son accroche, elle a toujours elle commence toujours en donnant le nombre de personnes qui sont abonnées et le nombre de personnes parfois qui se sont abonnées dans la semaine. Ensuite, soyez efficace en épargnant du temps à vos lecteurs. C'est que si dans votre bench, vous avez identifié que vos lecteurs, ce n'est pas des gros lecteurs, vos cibles, ce ne sont pas des gros lecteurs qui sont déjà très informés, etc., vous pouvez leur faire des résumés. Donc, Brief Me, qui a un angle de data qui est chaque soir l'actualité expliquée en 7 minutes, ce qui permet effectivement de refaire le point sur ce qui s'est passé et là, on retrouve tout. Ça, on gagne du temps, on prend de la hauteur et on privilégie les faits aux opinions. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les caractéristiques des newsletters potentiels. Il faut également avoir en tête que vous devez avoir une mise en forme qui privilégie la lisibilité et qui alterne les formats et les longueurs. Donc là, je vous ai mis la newsletter des Échos qui était en bonne fête, on fait simple. Et après, ça peut vous être utile avec des choses un peu plus détaillées. Et enfin, ne pas oublier, très important, qu'il faut ne pas négliger l'objet du courriel, du titre, parce qu'en fait, c'est l'ambassadeur de la newsletter. C'est-à-dire que s'il n'est pas accrocheur, s'il n'est pas clair, la newsletter ne sera pas lue. Donc, on va éviter les objets du genre amour, gloire et forêt, c'est parti, toutes ces choses-là, ou alors juste le nom de la newsletter et la date qui ne donne aucune info sur le contenu. Le contenu peut être à la fois long ou court, précis, divers, mais il faut qu'il soit très clair. Donc, quand on est court avec teasing, on a My Little Paris, ce livre est une pure pépite. Time Toussaint promis, ça va vous simplifier la vie. Et We Can Read, Thank You for Your Bells, qui est la newsletter du Times. Ou alors, on peut avoir un accroche qui est long et précis avec plusieurs sujets. Brief Me, accord en Syrie, réforme de l'État, prévoit la perte de son smartphone. Mais il faut toujours être assez explicite, même dans cet objet, puisque souvent, en particulier sur les gens qui lisent sur smartphone, certains ne dépassent pas l'objet. Donc, essayez de les faire rentrer un peu dans le contenu. Alors, optimisez votre diffusion. Quelques pistes pour optimiser votre diffusion. Bon, ça, c'est un tableau qui explique un peu comment les gens se connectent. Donc, smartphone, tablette, ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Et donc, en fonction des jours de la journée, vous voyez que les connexions varient. Et ce qui veut dire que vous devez avoir des formats qui puissent s'adapter à ça. Mais je vais surtout vous montrer le tableau suivant. Là, c'est quelque chose on a les infos de sociabilisation et les infos pour soi. Donc, le matin, on est un peu pour soi. On a besoin d'aller vite, de savoir ce qui s'est passé pour rester connecté aux autres et si possible d'avoir un avis éclairé pour voir un peu briller quand on arrive au bureau. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure du déjeuner, on resocialise. On resocialise, pardon. Et donc, on va avoir un peu des choses à dire à ses collègues, etc. Avoir un avis, pouvoir poster sur les réseaux sociaux, les emails, etc. L'après-midi, on est au téléphone, messagerie, exploitation des temps morts des transports, on prépare les sorties, etc. En fin de journée, on est conversation sociale autour des programmes télévisés ou en fonction de notre activité, apéro, etc. Et en fait, le soir, à partir de 22h, fin de la socialisation autorisée, entre guillemets, recentrage sur toi, son plaisir, sa culture, son enrichissement. Et donc, en fonction de ces moments de socialisation, vous remarquerez que les newsletters, vous n'arrivez pas forcément au même moment. C'est que toutes les newsletters, par exemple, des quotidiens, arrivent le matin vers 6h. Mais il y a des newsletters qui sont magazines professionnels, il y a des newsletters qui ont trouvé
je pense par exemple à Stratégie, Stratégie Magazine Professionnel de la Communication. Ils ont une newsletter qui est relancée à 13h. Parce que 13h, on est typiquement dans le pause déjeuner où on va éventuellement reparler de sujets importants. Il y a des newsletters qui sont lancés le matin et le soir. Le œuf, il lance le matin. Il y a une newsletter, ce qu'il faut savoir pour commencer votre journée, en fait, ce qu'il faut savoir de ce qui s'est passé dans la journée. Donc, il y a une qui doit arriver vers 7h et une qui arrive vers 19h. Donc, si vous regardez un peu les temps, les heures à laquelle les newsletters sont postés, ça vous donnera déjà une idée un peu sur leurs objectifs et sur la manière dont ils perçoivent les choses et comment ils vous imaginent. Alors ensuite, il faut avoir une idée des routeurs. Bon, les routeurs, il y en a une quinzaine qui fonctionnent bien. Je ne suis pas experte en routage, je vais vous le dire tout de suite. Donc, j'ai trouvé les 3 principaux. Je vous laisserai chercher sur le blog du modérateur, etc., des benches très, très précis. Moi, j'ai trouvé les 3 plus connus. Donc, le premier, c'est Mailchimp. Donc, l'avantage, c'est qu'il a... alors, la version gratuite de Mailchimp, il faut obligatoirement que vous affichiez le logo, mais il est gratuit jusqu'à 500 contacts et on peut envoyer jusqu'à 2500 emails par mois et 500 par jour. Il a un design assez élégant, ergonomique. Il a des fonctionnalités qui sont assez complètes, les créations de sites, prise de rendez-vous, etc. Par contre, il permet de créer des pubs pour Facebook ou Instagram. Il permet de créer des cartes postales. Il permet de créer des formulaires. Il permet de créer un site web. Il permet de planifier des rendez-vous. Les inconvénients, c'est qu'il est uniquement en anglais. Et si vous avez beaucoup de contacts, c'est-à-dire plus que 500 contacts, il coûte assez cher. Et enfin, l'automatisation est réservée aux abonnés payants. Ensuite, le deuxième qui est très connu, c'est Sendingblue, qui est un des grands leaders. Donc celui-là, il est 100% français, c'est un peu le pendant 100% français. Il a un service client qui est super efficace, il y a une version gratuite, il a des fonctionnalités complémentaires. La version gratuite, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle permet d'envoyer des SMS, ce que ne font pas tous les logiciels, de créer des formulaires et on peut également intégrer un chat en ligne si on veut rentrer en contact avec des visiteurs d'un site. Il permet d'envoyer plus de 300 mails par jour et il a si on veut des fonctionnalités un peu plus poussées, il faut souscrire à l'offre payante. Donc, ce qui est un peu gênant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de période d'essai pour tester les fonctionnalités payantes. C'est qu'en gros, il faut connaître quelqu'un qui l'a déjà pour pouvoir tester avec lui ou avoir un peu d'idée parce qu'autrement, on ne peut pas revenir en arrière. Et enfin, il a un accès utilisateur qui est réservé aux abonnés payants. Et enfin, HubSpot. Alors, il a une version gratuite, mais qui est assez limitée, des fonctionnalités très riches. Alors, lui, il a un CRM qui est vraiment complet, c'est-à-dire qu'il a des contacts d'entreprise, des intégrations d'emails, de l'agenda, de la gestion de tâches, etc. On peut envoyer 2000 mails par mois. On peut intégrer un chat et on peut intégrer des publicités. L'inconvénient, c'est que son coût est élevé. Il a un support qui est réservé aux clients payants. C'est un peu complexe de prise en main et on ne peut pas envoyer de SMS. Voilà, mais n'hésitez pas à les regarder sur les comparatifs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres et qui peuvent être adaptés peut-être à votre utilisation ou à votre idée de newsletter. Et enfin, dernier élément, n'hésitez pas non plus, c'est vraiment important à optimiser vos statistiques. Il faut faire des tests au début. Donc, tester. Donc, les objets, vous allez les objets courts, longs, informatifs, incitatifs, etc. Et regarder le taux de clic, comment ça bouge. Deuxième élément, l'emplacement des visuels, l'emplacement des sujets d'appel. Donc, en haut, en bas, au milieu des newsletters, il faut tester, ça se teste dans tous les sens. Les horaires de diffusion, donc plusieurs horaires. Le matin, avant 7h, 9h30 pour les gens qui vont au travail dans les grandes métropoles et qui parfois prennent les transports en commun, donc ils peuvent se connecter. La pause déjeuner entre 12-14, le soir avant de quitter le bureau, le premier programme télé après 22h, etc. Ensuite, les visuels. Donc, est-ce que c'est représentatif, illustratif, serré, large? Est-ce que c'est adapté à votre charte graphique? Est-ce que vous avez des préférences là-dessus? Donc, pareil, tester. Et enfin, les liens. Il faut insérer des liens dans le texte au milieu, à la fin de la newsletter et voir quels sont les taux de clic, est-ce que les taux de clic bougent. Oui, ça se bosse tout ça. Et pour suivre les données, si on résume un peu,
le taux de clic, le taux d'ouverture, le taux de clic, le taux de clic rapporté au taux d'ouverture, la part de l'audience qui vous la newsletter au moins une fois sur deux. Et donc, regardez un peu, regardez ceux qui ouvrent une fois sur deux, quels sont les sujets, si vous voulez aller un peu plus loin dans la connaissance de vos lecteurs, quels sont les sujets qui les ont accrochés. La croissance moyenne du nombre d'abonnés par mois, c'est est-ce que votre newsletter est transférée, est-ce qu'elle elle fait du buzz et les gens s'abonnent. Le nombre de clics pour 1000 mails envoyés, le taux de désabonnement, le temps passé moyen. Alors, je vous ai mis les derniers chiffres qui datent de fin 2022 sur les différents secteurs avec le taux d'ouverture moyen, le taux de clic moyen, le taux de réactivité moyen et le taux de désabonnement moyen. Donc, voilà, ça vous permet de voir un peu en fonction de votre secteur où vous vous trouvez. Sachant qu'il y a des secteurs où ça ouvre pas beaucoup, ça ouvre pas beaucoup à la base, donc pas vous inquiéter. Si vous regardez par exemple le restaurant nourriture boisson, c'est un taux assez faible d'ouverture et un taux de clic qui est faible, donc ne commencez pas à pleurer si vous êtes dans ces taux-là, vous serez simplement dans la moyenne. Bon, avec tout ça, vous êtes quoi? Vous bossez ce week-end, et donc les raisons de se lancer. Première raison, c'est qu'une newsletter, c'est vraiment un rendez-vous avec les cibles. Donc, c'est un envoi régulier, mais pas trop fréquent, qui permet pour éviter de vous faire spammer par vos contacts. Ça vous permet de vous rappeler à leurs bons souvenirs. C'est un moyen de transformer des prospects éventuellement en clients. Et même si ça ne deviennent pas clients, ils vous gardent en mémoire. Les prospects vous gardent en mémoire, ce qui veut dire qu'ils peuvent penser à vous pour un besoin futur ou penser à vous recommander. C'est un peu l'idée de la carte de vœux récurrente. On en parlait la semaine dernière avec Patrick, qui disait on est en fin d'année, en début d'année, pensez à vos cartes de vœux, pensez à vos majestés. La newsletter, c'est un peu ça. La newsletter, c'est également un outil de conversation qui est fort avec vos clients. C'est que si vous avez réussi à capter votre cible, vous avez un lien avec vos clients qui ont un plaisir à vous lire régulièrement. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut varier le contenu d'une newsletter à l'autre. Il ne faut pas rester toujours sur les mêmes thématiques. Il faut avoir suffisamment. Donc, une newsletter, c'est a priori des informations non commerciales, sauf si vous êtes sur une problématique de fidélisation de clients, de carte de fidélité, etc. Mais c'est des informations non commerciales, vous donnez une image positive de votre entreprise et vous en gardez un rapport informationnel avec vos clients. Ce qui veut dire qu'il faut garder en tête qu'il faut savoir donner pour recevoir. Et on ne reçoit pas tout de suite, forcément. Ensuite, la newsletter peut vous permettre d'accroître votre notoriété. Donc, en proposant à vos abonnés de partager votre newsletter à leurs contacts, on crée un effet viral et on augmente naturellement le nombre d'abonnés. Ce qui veut dire qu'on incrémente naturellement notre base de données, ce qui peut être utile par la suite pour un développement de produits, un développement de services ou des tests de produits, tests de tests de produits ou tests d'attractivité de quelque chose. Et enfin, une newsletter, c'est un relais de communication. C'est que dans une logique de dispositif de communication dispositif de communication, normalement, le trafic d'un site web est généré en partie par la newsletter. Ce qui veut dire que la newsletter, elle est là pour renvoyer sur le site, éventuellement avec des liens. Elle est également là pour compléter la présence sur les réseaux sociaux et les messages doivent être diffusés sur tous les canaux de communication pour générer de l'impact. C'est-à-dire que les réseaux sociaux peuvent annoncer l'apparition de la newsletter et donner des liens pour s'abonner. La newsletter peut renvoyer sur les réseaux sociaux en disant nous avons abordé ce sujet-là à tel endroit, renvoyer sur le site. Et donc, votre communication sera d'autant plus pertinente que si elle est gérée de manière cohérente sur tous les supports et sur dans tous ces domaines d'action. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai un peu dépassé le temps. Alors, merci beaucoup, Corinne, pour être allée comme ça en profondeur sur un sujet qui va rester dans les annales, parce que je pense que ce que tu évoques peut servir à beaucoup d'entrepreneurs cette semaine, ce week-end, mais aussi dans 1 an, dans 5 ans. Et donc, ça va devenir un des éléments classiques de la chaîne maintenant, quand on référera un client qui va nous poser la question, mais pourquoi est-ce que je voudrais faire une newsletter et comment ça marche? On renverra vers ta chronique. Est-ce que j'ai une question pour toi pour démarrer le cycle des questions? Je ne sais pas s'il y a des questions sur YouTube, Eugénie va nous le dire.
dans ton esprit, une fois qu'on a commencé cette newsletter, il faut combien de numéros avant de voir quelque chose s'établir, une relation se nouer avec les gens qui vont la lire, les gens auxquels on l'adresse? Alors, tout dépend de la périodicité. Moi, je dirais qu'il faut du temps. Il faut entre 2 et 3 mois. Donc, sur une périodicité, par exemple, hebdomadaire, Alors, hebdomadaire, il faut peut-être un peu moins de temps. Hebdomadaire, je dirais 8 numéros, 2 mois. d'accord. Et Mais donc, c'est là qu'on va voir finalement apparaître une sorte de relation avec les lecteurs. alors, en fait, normalement, on doit pouvoir voir ça avec les stats. C'est que le taux de clic et le taux d'ouverture doivent monter. Après, ce qui fonctionne bien, c'est de relier les newsletters sur les réseaux. C'est en fait de faire une capture de la newsletter, enfin, faire un lien de la newsletter sur les réseaux professionnels, LinkedIn, Twitter, etc., en relayant sur les sujets et en offrant la possibilité de lire à l'intérieur en restant dans le réseau, donc dans LinkedIn, par exemple, ou alors en renvoyant sur le site où la newsletter peut être lue. Très bien. Deuxième question pour toi. Est-ce qu'il faut, outre l'équipe qui va rédiger et envoyer une newsletter, est-ce qu'il faut prévoir symétriquement des gens qui vont être disponibles pour répondre aux lecteurs, que ce soit en chat, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn? Est-ce qu'en gros, ça s'articule avec une équipe qui est disponible pour parler aux gens qui vont venir échanger? Oui, mais pas forcément en temps réel. Enfin, pas forcément un chat. Mais par contre, effectivement, à partir du moment où il y a une problématique qui est abordée dans la newsletter, il est évident que toute personne de la société ou l'auteur de la newsletter doit pouvoir être en mesure de répondre aux questions et de rebondir dès que quelqu'un approche la société avec la problématique de la newsletter. Ça sert à ça, en fait, à l'origine. Après, c'est pas forcément nécessaire d'ouvrir un chat une fois qu'on a posté notre newsletter sur Twitter. Enfin, les réactions sont pas forcément si immédiates. Parfait. Je me souviens d'un client il y a quelques années, qui, à l'époque où j'avais une newsletter qui était mensuelle, un jour m'avait dit, je vous lis, il m'avait montré une pochette où il imprimait en fait les newsletters, il écrivait sur les newsletters et il m'a dit, je continue à vous lire, il me sorti le paquet de newsletters, je me suis dit, mais pourquoi il les imprime? Ils sont hébergés sur un site, il suffit d'aller sur le site. Il dit, non, non, parce que vous comprenez, ça prouve que moi, je suis un vieux, donc je lis encore sur le papier, et surtout, ça me permet d'aller plus vite quand je me réfère à quelque chose. Donc, c'est sa manière de fonctionner. J'avais trouvé ça étonnant, mais plutôt flatteur. Donc, Est-ce que le podcast n'est pas devenu la nouvelle newsletter? alors ça, c'est une vraie tendance là-dessus. Mais je lisais un article là-dessus qu'il faut que je reprenne, parce que je pourrais vous le mettre dans les commentaires. En fait, le podcast a été très, très fortement monté pendant le confinement. Et là, il est de nouveau en train de décliner. Parce qu'en fait, du fait que les gens voyagent différemment et que les horaires de podcast, les gens écoutaient aussi les émissions. Ce qui est aussi en train de chuter, c'est le replay en direct. Parce que les gens n'ont plus forcément les mêmes horaires. Mais le podcast, il faut que je retrouve les chiffres parce que j'étais étonnée de voir que le podcast diminuait. Ce qui est aussi maintenant, ce qui est aussi une tendance montante, c'est la lecture automatique audio des sujets. C'est que c'est pas forcément des podcasts enregistrés avec des sujets qui sont un peu, enfin, enregistrés, enfin, déjà travaillés, etc. Mais c'est des sites qui proposent une lecture automatique des sujets et des articles. Comment dit, si je comprends bien, je prends ma newsletter et j'en fais comme un Audible, comme un livre qu'on peut écouter. Ouais, Et en fait, il y a des systèmes qui font ça maintenant automatiquement. exactement, ouais. Ouais, Extraordinaire. ouais. Merci beaucoup, Corinne. C'est Et bien si fait. vous voulez en savoir plus, vous avez compris que chez Melsion, la spécialiste de la newsletter, de l'audience, de la façon de parler à quelqu'un et d'engager une conversation, c'est Corinne.